avoir, tu vois, réussi à cash out, ça nous aligne totalement pour la suite parce qu'on a un filet en fait, de protection qui peut nous permettre de prendre des risques qu'on n'aurait jamais pris avant. De toute façon, on a déjà gagné, quoi, tu vois. Enfin, maintenant, on Maintenant, c'est peut. que du bonus. C'est que du bonus, c'est que du kiff. Tout ce qui arrive après, c'est que du kiff. Et en fait, quand tu es à ce stade, bah, tu fais vraiment des choses qui te passionnent parce que tu te dis que de toute façon, autant tu vois s'amuser à fond pour les prochaines années et aller dans des trucs qui nous font ultra kiffer, autant prendre des risques beaucoup plus grands. Et en général, c'est quand tu as cette mentalité que tu fais des trucs encore plus fous. Tu fais plus des choix pour des mauvaises raisons. Exactement. Et ça, c'est cool. Ouais, exactement. Merci Guillaume de participer à cette interview. Ravi de te recevoir pour échanger sur ta société et ton actualité. Ben, merci à toi, franchement, très content d'être ici et de se rencontrer en live enfin. C'est vrai. Guillaume, tu es CEO de l'Empire, Ouais. que tu as cofondé avec François et Vianney, qui sont co-CTO de la C'est société. Tu as cofondé ça quand? Il y a un peu plus de 4 ans? Ouais, 2018, janvier 2018. Ok. Et l'Empire, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est du sale automation, c'est-à-dire que tu fournis un produit, un logiciel qui permet aux équipes commerciales de générer plus de leads avec de l'ultra personnalisation. Ouais, en gros, l'Empire, c'est notre boîte où on a plusieurs projets dedans, dont l'Emlist, qui est la boîte que tout le monde connaît, je pense, qui est une plateforme, comme tu disais, qui aide les entreprises à trouver leurs futurs clients. Et après, on a d'autres projets sur lesquels on bosse et qu'on va lancer. On avait l'Empod qu'on a revendu il y a plus d'1 an. Et donc, l'Empire, c'est un peu le nouveau branding qu'on est en train de lancer là en fin 2021, début 2022. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas, vous avez été super connus, notamment au travers de la communication, avec la startup qui a refusé 30 millions de dollars de levée. Et ça a fait un énorme buzz il y a un peu plus de 2 ans. Il y a 1 an. Il y a 1 an. Ouais. Il y a 1 an. Et depuis, et ce qui nous amène à te recevoir, c'est qu'on a changé un peu le fusil d'épaule. Et qu'il y a une grosse com là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas levé. Ouais. Vous avez fait du secondaire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du cash out. C'est-à-dire que l'investisseur rentre en achetant uniquement des actions des fondateurs. Ouais. Et ça a fait beaucoup le buzz puisque c'est quelque chose de super atypique dans l'écosystème startup. On le voit pour quasiment toutes les boîtes, c'est la course à la levée de fonds pour pouvoir accélérer de plus en plus vite. Et vous, vous êtes déployé tout seul, sur fonds propres, jusqu'à arriver à l'équilibre et dégager du revenu. Et aujourd'hui, vous avez fait cette opération qu'on voit quasiment jamais. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ouais, c'est exactement ça. Donc du coup, pour refaire un petit peu l'histoire, nous on a commencé la boîte avec 1024 euros. 1024, c'est important vu que c'est une puissance de 2, tu vois, mes associés dev, on peut le ressentir un peu là-dessus. Et ensuite, on avait fait, en gros, on avait annoncé publiquement qu'on allait lever des fonds pour documenter un peu tout un process, montrer aux gens comment faire, mais on avait aussi décidé de refuser pour montrer et envoyer un fort message un petit peu à tous les entrepreneurs qu'on n'était pas obligé de lever de l'argent pour faire une boîte en hyper croissance et pour réussir. Et nous, on en était un peu la preuve. Et donc, du coup, ça avait fait énormément parler. Il y avait eu beaucoup de débats autour de ça, etc. Et là, du coup, peut-être 9-10 mois après, comme tu disais, on a fait du cash out. Certains ont essayé de le camoufler comme une levée alors que ce n'est pas une levée. Donc, comme tu disais, on a vendu 20% de la boîte. On garde 80% et nous, on a pris en perso 30 millions avec Vianney et François. Au moment de l'opération, vous en étiez où en termes de développement de la société, chiffre d'affaires, résultats? Ouais, donc nous on a un logiciel SaaS, donc une plateforme en ligne qui vend des abonnements. Donc on parle en ce qu'on appelle l'ARR, donc Annual Recurring Revenu récurrent annuel. Et du coup à l'époque qu'on a eu l'offre pour ces 30 millions, on était à 9 millions de dollars d'ARR, donc en 3 ans, et on grossissait à 2 chiffres mensuellement à cette époque. Quand tu dis 9 millions de dollars, c'est parce que vous étiez déjà international ou votre clientèle est là en France? Ouais, c'est ça. Donc nous, on est présent dans plus de 85 pays. Ouais. On a plus de 10 000 clients. Donc à l'époque, on avait plus de 10 000 clients aussi. Et en gros, grosse majorité est basée aux US. Donc on facture tout en dollars. Ok. Et pourquoi, alors que vous étiez déjà à un stade où vous aviez du revenu, vous grossissiez, vous pouvez continuer à grossir en vous autofinançant, pourquoi vous avez choisi de faire cette opération de cash out? Ouais, c'est une bonne question. En gros, plus tu grossis, plus tu connais la valeur de ta boîte. Donc aujourd'hui, on le voit que
une boîte qui se rapproche des 10 millions, globalement, elle va avoir une valo si elle se fait racheter aux alentours des 100 millions. Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses qui sont importantes, je pense, de mentionner. C'est que la valorisation d'une boîte quand on lève de l'argent n'est pas du tout la même que la valorisation d'une boîte qu'on vend et n'est pas du tout la même que la valorisation d'une boîte qui fait du cash out. Donc quand tu vas lever, ta valo que tu arrives à obtenir, cette valo, elle est due, elle est actée du fait que tu reçois de l'argent. Donc en général, c'est des valos qui peuvent avoir des multiples totalement Elle est fous. calculée sur une projection de ce que Exactement. vous pouvez être dans 1, 2, 3, 5 ans. Exactement. Quand tu fais une revente, bah, en fait, on regarde plutôt le passé. Donc, on va regarder ton EBITDA, le revenu que tu as fait les années précédentes, etc. Et aussi un peu de présent. Donc, quelle est ta croissance, le type de client, tout ça. Et quand tu fais du cash out, on est plutôt sur quelque chose qui se rapproche d'un mix un peu entre les deux. Donc, ta valo, évidemment, elle est un petit peu boostée par rapport à quelqu'un qui revendrait la totalité de sa boîte parce qu'ils savent que tu vas rester et que tu es dans l'aventure, etc. Mais par contre, ce n'est pas la même valo que tu as quand tu lèves. Et donc, nous, on est arrivé à ce stade où on savait que, vu du fait qu'on ait revendu aussi un de nos business juste avant, on savait à peu près combien l'Emlist pouvait être racheté. Et donc, on avait, tu vois, des offres dans les 100 millions de personnes qui venaient nous voir. Et nous, on savait qu'on ne voulait pas vendre. Donc, en fait, tu as ce truc où tu te dis, tu sais que ta boîte, elle vaut 100 millions, mais tu ne sais pas de quoi demain est fait. Donc, plus tu avances, toi, tu as commencé la boîte avec, donc on avait mis chacun 300 et quelques euros par personne, tu vois. Et là, tu te dis, tu as un truc qui vaut plus de 100 millions. Donc, en fait, plus tu avances, plus ta boîte prend de la valeur et plus ça te met de la pression. Parce que tu te dis, chaque décision que je vais prendre, ça peut impacter potentiellement tout le business. S'il y a un truc qui se passe que je ne maîtrise pas, et on a pu le voir avec le Covid aussi, tu vois, nous, globalement, ça ne nous a pas impacté, voire au contraire, ça nous a un peu boosté parce que les gens se mettent de plus en plus au digital. Mais tu vois, il peut y avoir un autre truc qui nous impacte négativement et qu'on ne contrôle pas du tout. Et donc là, tu te dis, tu as passé 3 ans et demi de ta vie à bosser comme un chien sur un projet. Et en fait, ton risque, bah, il est toujours aussi présent, voire encore plus présent et ça te met encore plus de pression. Et donc là, on s'est dit, OK, on a des fonds qui nous contactent toutes les semaines. Je vois que c'est possible pour certains fonds d'acheter des parts au capital sans leur dire qu'on va faire une levée parce qu'on ne veut pas faire de levée. Et du coup, on va le tester. Comme ça, nous, ça nous permettra de dérisquer totalement, d'enlever ce poids qu'on a sur nos épaules et de nous dire, dans notre vie, on n'aura plus jamais à se soucier de l'argent. Donc, tous les choix qu'on fait, ils sont uniquement drivés par notre mission, la passion qu'on a pour les projets qu'on veut commencer et l'ambition qu'on peut avoir pour faire quelque chose, tu vois, dans les années à venir, quoi. Ok, sachant que là tu dis plusieurs choses qui sont super intéressantes. La première, c'est sur la méthode de valorisation pour ce cash out, qui, tu dis que c'est un peu un mix entre du M&A et de la levée. Pour moi, on reste quand même beaucoup plus proche de la levée, puisqu'en fait, on l'a quand même calculé, le sous-jacent derrière, c'est combien de dilution je suis prêt à accepter. Ouais. Donc, c'est toujours un peu la même, ou si vous aviez fait à ce stade-là une série A, vous auriez donné 20% du capital. Ouais. Indirectement, ça revenait un peu au même en termes de dilution qu'une levée de fonds. Ouais. Et l'autre point qui est super intéressant, c'est au niveau du risque et de l'alignement entre les fondateurs. Et on en avait déjà parlé plusieurs fois, c'est que dans une association, on a tous des personnalités différentes, on a potentiellement des âges différents, un poids familial ou une charge familiale différente. Et le fait d'avoir fait du cash-out réaligne un peu tout le monde, entre ceux qui ont plus tendance à prendre des risques, d'autres qui sont beaucoup plus conservateurs. Et le fait d'avoir fait du cash-out, au-delà de dérisquer, et moi je comprends 1000 fois le point de, à un moment on ne peut pas être en risque toute notre vie sur la boîte et voir dans 10 ans où est-ce qu'on en est. C'est aussi en termes de vision, de projet et d'alignement des intérêts entre les fondateurs, où c'est super structurant d'avoir fait un tour comme ça. Ouais, c'est clair. Et comme tu dis, en plus, pour ceux qui ne connaissent pas mes associés, ils ont plutôt la quarantaine, des enfants. Enfin, tu vois, c'est pas exactement le même mode de vie que moi, ni la même vision du risque. Toi, t'as quel âge? 30, même si on dirait que j'en ai 18. Et du coup, ouais, donc pour eux, clairement, notre objectif, je me souviens quand on était au tout début, qu'on s'était associés, on était là en se disant, ouais, on se disait, pardon, si on revend la boîte, tu vois, à quelques millions, on aura déjà gagné, quoi, tu vois. Et là, on se retrouve 3 ans et demi plus tard, en mode, on prend 30 millions, une valeur de 150 millions, on a 80% d'une boîte. Et donc, en fait, on sait que pour nous, déjà, l'argent, ça n'a jamais été forcément le moteur. Mais par contre, que avoir, tu vois, réussi à cash out,
ça nous aligne totalement pour la suite parce qu'on a un filet en fait, de protection qui peut nous permettre de prendre des risques qu'on n'aurait jamais pris avant. Et en fait, le truc, c'est qu'avec Vianney et François, enfin, on a eu pas mal d'embrouilles, mais tout au long, tu vois, de ces 3 ans et demi, il y avait toujours ce côté où eux ne voulaient pas recruter et moi, je voulais recruter, tu vois, typiquement. Ou moi, je voulais plus dépenser ou prendre plus de risques et eux ne voulaient pas, tu vois. Donc, en fait, ça s'est fait. On a évidemment, tu coupes la poire un peu en deux comme d'habitude, tu as des compromis, etc. Mais de ce fait, tu vois, on a un truc qui est, où on est très complémentaires parce que Vianney, il est très bon père de famille, tu vois, à vouloir regarder un peu toutes les dépenses et tout. Moi, je suis plutôt en mode, bah attends, on fait énormément de cash, énormément de profit, let's go, tu vois, faut investir. Et après, on se retrouve entre les deux, donc ça fait quelque chose, tu vois, qui a bien fonctionné chez nous. Mais par contre, à côté de ça, tu vois, aujourd'hui, le fait d'avoir dérisqué, bah lui, il se dit, il n'a plus du tout cette mentalité comme avant, quoi. Il est là, bah, de toute façon, on a déjà gagné, quoi, tu vois. Enfin, c'est maintenant, Maintenant, c'est que du bonus. c'est que du bonus, c'est que du kiff. Tout ce qui arrive après, c'est que du kiff. Et en fait, quand tu es à ce stade, bah, tu fais vraiment des choses qui te passionnent parce que tu te dis que de toute façon, autant tu vois s'amuser à fond pour les prochaines années et aller dans des trucs qui nous font ultra kiffer, autant prendre des risques beaucoup plus grands. Et en général, c'est quand tu as cette mentalité que tu fais des trucs encore plus fous. Tu fais plus des choix pour des mauvaises raisons. Exactement. Et ça, c'est cool. Ouais, exactement. Et dans la recherche d'investisseurs, autant lever des fonds aujourd'hui, c'est super facile. Ouais. Les VC ont pignon sur rue, on peut les contacter super facilement. Comment tu trouves un VC qui accepte de faire cette opération de cash out? Parce que pour le coup, il parie sur la société, sur sa croissance, mais il parie aussi sur l'humain à 100% parce qu'ils ne sont pas à l'abri qu'avec 10 millions chacun, bah, tu deviennes prof de surf en Australie et que tu arrêtes de t'investir dans le projet. Et donc, c'est un vrai risque. Tu paries sur les hommes avant tout. Et est-ce que le fait, parce que je pense que ça a été dit, mais que le VC soit étranger, UK en l'occurrence, est beaucoup joué culturellement dans le fait de faire ce type de pari? Ouais, c'est une bonne question. Donc, pour remettre le contexte, le deal, c'est ils achètent 20% de la boîte pour 30 millions. Donc, la valo, c'est 150 millions. Et techniquement, après, si on se barre de la société, ils peuvent rien faire. Donc, cet argent nous appartient, comme tu disais. Donc, il y a vraiment ce côté où on peut se barrer. J'en parlais avec Vianney la dernière fois, il m'a dit « Franchement, je comprends pas, j'aurais jamais fait ça de ma vie. Même moi, j'aurais jamais investi sur nous. » Donc, c'est une question qui est très légitime. Et je pense qu'en fait, il y a plusieurs paramètres qui ont joué. Pour répondre à ta première question, comment est-ce qu'on les a rencontrés et comment est-ce qu'on a su que c'était eux? En fait, c'est eux qui nous ont contactés. Donc, moi, je reçois environ 3 à 4 messages de fonds, essentiellement américains ou européens, toutes les semaines. Donc, j'ai mon dossier VC, etc. Et eux, ils nous avaient contactés avec une offre. En fait, comme ils se lançaient et comme c'était un fonds qui était un nouveau fonds, ils avaient besoin un peu d'entreprises phares. Et du coup, ils étaient prêts à faire des choses que d'autres fonds potentiellement ne proposaient pas. C'est-à-dire que tout le monde a envie de faire des levées. Et donc, eux, ils se disaient, bah ouais, on peut mettre un énorme ticket à une valo ultra élevée. Comme ça, vous ne diluez pas beaucoup et en même temps, c'est une levée qui claque et qui fera la une des journaux. Et nous, on leur a dit, non, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et donc, ils ont dit, OK, je comprends. Et en fait, ils se sont vraiment mis dans la position de, OK, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Parce qu'en fait, pour les gens qui ne voient pas un peu les métriques de la boîte, parce qu'on parlait que de l'ARR, mais en profit annuel, genre nous, on dégage des millions, quoi. C'est-à-dire qu'avec Vianney et François, à la fin de l'année, on aurait pu se prendre, tu vois, genre, enfin, on se prenait déjà des gros dividendes, mais là, cette année, on aurait pu se prendre quasiment 1 million chacun, tu vois, en plus. Donc, pour eux, ils se disent, OK, qu'est-ce que je peux faire qui va vraiment les convaincre de faire ce deal? Qu'est-ce qui va changer la donne pour eux? Qu'est-ce qui va changer la donne? Ils peuvent en avoir. Exactement, c'est ça. Et donc là, c'était beaucoup d'argent d'un coup qui puissent prendre dans leur poche, tu vois. Et donc en fait, on a eu beaucoup de contacts avec des fonds aux US, des fonds UK, etc. Et c'est vrai que en fait, c'est une opération qui n'existe pas en fait. Parce que le cash out, ça existe sur des tours en général. Donc tu as ta première levée où en général l'argent va entièrement dans la compagnie. Ensuite, tu as une deuxième levée où là, potentiellement, les gens prennent un peu de cash out. Des centaines de milliers d'euros. Exactement, quelques centaines. Et après, quand tu fais des tours peut-être à plusieurs centaines de millions, là, tu vas te prendre quelques millions, voire des dizaines de millions pour certains, tu vois. Mais c'est un truc dont on ne parlait pas, tu vois. Et en fait, moi, je me suis dit, bah, c'est simple. L'avantage qu'on avait, c'est qu'on était en position de force, tu vois. C'est que nous, on était ultra rentable et en hyper croissance. Donc, en fait, on leur disait, les gars, moi, je suis arrivé, en fait, j'ai dit, c'est simple, j'ai posé le cadre, tu vois. J'ai dit, dans 2 semaines,
on a 2 semaines où on va rencontrer des VC, etc. Vous avez 2 semaines pour faire des offres. Nous, voilà ce qu'on veut. On veut 30 millions à une valeur de 150, entièrement en cash out. Et donc vous aurez 20% de la boîte, ce qui veut dire que d'ici 3-4 ans, quand elle vaudra plusieurs milliards, vous serez ultra content. Mais à côté de ça, il n'y a pas d'argent qui rentre, donc vous allez devoir convaincre vos LPs. Parce qu'il ne faut pas oublier que les fonds, en fait, c'est des middlemen, quoi. C'est des intermédiaires avec des gens qui leur ont donné de l'argent et qui le gèrent. Donc eux, en fait, et c'est ça qui est aussi intéressant et que j'ai appris avec le temps, c'est que moi, à la base, je pensais que les fonds, ils géraient de l'argent, tu vois, et je pensais limite que c'était leur argent, quoi, tu vois. Mais en fait, c'est pas ça. Les fonds, ils doivent faire du reporting tous les mois à des gens qui ont mis beaucoup d'argent chez eux, tu vois. Et en fait, eux, il faut comprendre que, évidemment, quand le deal est un peu pas unusuel, on va dire, je sais pas comment on dit. Atypique, ouais. Quand le deal est atypique, bah, clairement, ils vont devoir l'expliquer. Et ça, donc tu ils vois. ont dû le vendre aux LPs avant de le Exactement. faire. Ouais, exactement. Et donc, du coup, on a eu pas mal d'offres. On avait des mecs aux US qui étaient très chauds. Sur du secondaire aussi? Ouais, sur du secondaire. Et parce qu'en fait, on avait une position avec la boîte, enfin, tu vois, et c'est encore le cas, tu vois, mais c'est ce côté où tu es ultra rentable, tu n'as pas besoin d'eux. Et tu leur dis, bah, si vous voulez rentrer, c'est un peu, tu vois, tu as un train qui va très vite. Et on te dit, bah, tu as une opportunité de monter. Achète ton billet 30 000. Mais ton billet, il coûte cher, tu vois. Ouais. Mais en vrai, il coûte cher parce qu'il va te rapporter beaucoup plus derrière. Et les mecs, c'est des investisseurs, quoi. Eux, ce qu'ils regardent, c'est le multiple. Et en fait, c'est ça qui est assez important, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'aller voir des invests en leur vendant la vision, ce que la boîte va faire, tout ça. C'est évidemment important, mais il ne faut pas oublier qu'un investisseur, c'est un financier, quoi. Le mec, ce qu'il veut à la fin, il veut faire x3, x4, x5, x10 sur son investissement. Si tu arrives à le convaincre que c'est ce qu'il va faire, tu as gagné. Et c'est juste ça. Et après, ta vision, oui, c'est un outil pour convaincre, etc. Mais dans les faits, tu vois, nous, on a toujours été très terre à terre. C'est pas, j'ai jamais vendu du rêve à des gens. Je leur ai juste dit, voilà le cash qu'on fait, voilà notre croissance. Tu avais les métriques pour proposer ce type de deal, ce qui n'est pas le cas de la plupart des boîtes. Ce n'est pas transposable à énormément de boîtes parce que peu sont rentables, dégagent autant de bénéfices. Donc, ouais, vous étiez en position de force grâce à ça. On était en position de force. Et après, comme tu dis, tu vois, je vois beaucoup de gens qui essayent de lever et qui ne mettent pas de cadre à leur levée. Tu vois, genre là, je commence par exemple à faire pas mal d'investissements sur des petits tours, tu vois, early. Mais en fait, c'est des gens, tu vois, je le vois direct, ils n'ont pas ce côté où, OK, ma levée, elle va durer genre 1 mois. En 2 semaines, il faut que tu me dises si c'est un go ou un no-go. Tu vois, tu as des gens, ils disent non, je prends la température, les contacts, machin et tout. Ça ne marche pas en fait. Tout le monde se déchauffe, les gens, tu as perdu le momentum, c'est fini, tu vois. Et nous, ce qu'on a réussi à faire, et je pense que c'était ce qu'on avait déjà fait quand on avait annoncé la levée qu'on avait refusé, c'était créer ce momentum en fait, créer, tu vois, toute la hype autour d'un projet, autour de quelque chose qu'on va faire. Et ça, on l'a fait aussi pour le secondaire et ça a bien marché, ouais. Vous avez des VC français qui vous ont contacté, qui ont refusé de faire le deal parce que trop atypique pour eux de faire du secondaire? On a des VC qui nous avaient contactés en France. Et il y en a, en fait, le truc, c'est que quand on leur a dit qu'on avait déjà reçu, en fait, le truc, c'est que le fonds UK, ça a été trop vite. Ça a été trop vite. Dès qu'on leur a dit, ils ont envoyé LOI, term sheet, enfin, tu vois, c'était quasiment instantané. Et du coup, quand on l'a montré à d'autres fonds français avec qui j'avais eu moins de contacts, parce qu'en fait, le truc aussi, ça, c'est un point quand même qui est assez important et je pense qu'il y a toujours des investisseurs qui écoutent ce genre de truc, c'est, tu vois, typiquement, quand ils nous ont contactés, ils ont fait quelque chose que personne n'avait fait. Ils ont fait une étude de marché, ils ont préparé, tu vois, genre des slides où ils expliquaient où est-ce qu'on se positionnait avec l'Emlist, où est-ce qu'ils nous voyaient potentiellement aller. Ils avaient contacté certains de nos clients sur LinkedIn pour leur demander genre ce qu'on pensait. Donc en fait, ils se sont fait passer pour quelqu'un qui va utiliser l'Emlist. Et ils ont dit hello, ils ont contacté, tu vois, le head of sales chez Zendesk qui est un client chez nous. Hello, je serais curieux, j'ai vu sur le site qu'il y avait un testimonial, un témoignage, tu vois, que tu avais laissé. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de l'Emlist? Et du coup, le gars a répondu. Il a fait un pavé, tu vois, pour répondre et tout. Eux, ils ont fait un screenshot de ça, ils l'ont foutu dans les slides pour voir en fait tous les différenciateurs. Ils avaient créé vraiment un truc où tu te dis, OK, les mecs, ils connaissent ta boîte, tu vois. Ils connaissent ta boîte, ils connaissent ton marché. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop de VC qui, en fait, du fait qu'ils ont cette position de force à chaque fois qu'ils envoient un email, se disent, je ne vais pas faire l'effort, tu vois. De toute façon, quand j'envoie 100 mails, j'ai 80 réponses. Et je les comprends, hein, tu vois. Genre, tu te dis, voilà, sauf que eux, ils ont fait cet effort. Et tu vois, je pense que je dois avoir, je sais pas, des centaines d'emails de fonds un peu partout dans le monde. Et je pense que tu as peut-être 1 ou 2% qui font vraiment l'effort de regarder qui sont nos concurrents, le positioning, tout ça. Et en général, c'est ceux avec qui je parle parce qu'il y a un échange, parce qu'il y a de l'info, parce qu'il y a des insights. Et eux, en fait, très rapidement, ils ont fait des trucs qu'aucun fonds n'avait fait.
Genre, dès qu'on a commencé à échanger, ils m'ont dit, ah bah tu sais quoi, je vais te présenter le head of revenu de HubSpot. C'est le gars qui a monté la boîte jusqu'à plusieurs milliards. Genre, tu te dis, ah ok. Et donc, il me fait l'intro. Au final, je me retrouve la semaine d'après à parler 45 minutes avec le mec parce que, en fait, c'est un alumni Harvard et que Oliver, c'est un gars qui le connaît. Et là, tu te dis, ok, les mecs, clairement, ils ont fait leurs recherches, ils ont taffé et tu as envie de bosser avec eux, quoi. Ce que vous avez vécu, c'est très différent de ce qu'on voit d'habitude pour les startups, où il y a une vraie inversion des rôles, où c'est plus les startups qui vont chasser les VC. Vous avez été chassé par des VC, et Oliver l'a super bien fait et a été très différenciant sur son approche. Comment vous avez, alors qu'en échangeant avec plein de startups sur comment ils ont abordé leur tour de financement, et je crois que toi tu étais beaucoup en contact avec les VC, comment tu as décidé d'adopter cette stratégie super agressive de positionne-toi en 2 jours et on verra si c'est toi que choisis. Ouais, ça c'est une bonne question. Je pense que déjà, quand on avait annoncé qu'on allait faire une levée au tout début, ce qui était pas mal, c'est que j'avais interviewé avant des mecs ultra sympas, genre le CEO d'Algolia, CEO de Spendesk. Donc ils m'avaient tous donné plein de conseils, CEO et co-founder de Dashlane aussi, Alexis. Donc Nicolas d'Algolia, Rodolphe de Spendesk, comme ça je dis leur nom. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'avec leurs conseils, je savais comment timer une levée ou un deal en tout cas qui allait se passer. Après, quand on arrive au moment du cash out, où nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on sait qu'on ne veut pas lever. Donc on l'a acté, on l'a refusé publiquement. Et donc du coup, ça avait inspiré énormément d'entrepreneurs à se lancer et à se lancer en bootstrap, donc sans devoir lever des fonds. Oliver avait ultra bien pris le message, puisqu'il avait dit, bah écoute, je comprends que tu sois une boîte rentable, vous avez des chiffres que beaucoup de boîtes aimeraient avoir, mais nous, ce qu'on veut, c'est quand même être chez vous, quoi, et bosser avec vous, et on vous fera pas chier, on vous laisse owner le business, mais on pense qu'on peut vous apporter aussi quelque chose, tu vois. Et donc, j'ai commencé à discuter avec eux, je savais que, tu vois, qu'ils étaient très intéressés, et après, au moment de la structure du deal, j'étais avec Vianney et François, on avait fait un retreat, on était partis tous les trois, et là, à ce moment-là, bah, tu vois, on décide qu'il faut dérisquer et on décide aussi de comment on va le structurer parce que clairement, ça ne s'est jamais fait. Et donc, je me dis, qu'est-ce qu'on le fait et qu'est-ce qu'on fait et dans quelles conditions, tu vois. Et en fait, en regardant le fait d'être rentable et d'être dans cette position un peu de force, on se disait, bah, OK, il y a plusieurs choix. Le choix où on continue à grossir comme on grossit et on sait que tous les ans, on va pouvoir prendre des dividendes et nous, de toute façon, ça nous conviendra amplement pour faire tous les projets de vie qu'on a envie de faire. Ou on se dit que là, tu vois, c'est le moment de prendre gros et d'y aller, quoi, et de faire un truc que personne n'a jamais fait auparavant. Et comme on aime bien être un peu différent, on s'est dit, bah, go, tu vois. Et à côté de ça, j'avoue que comme j'avais parlé, moi, donc nous, on a beaucoup de clients aux US. Je suis dans pas mal de groupes aux US où on fait des sortes de mastermind un peu avec d'autres fondateurs de startups. Et je m'étais retrouvé à ce moment-là, en fait, avec quelques fondateurs de mecs qui ont créé des licornes et qui ont cash out aussi beaucoup. Et en fait, en discutant avec eux, ils m'ont dit, mais le cash out, c'est vraiment le truc à faire, quoi. Et c'est parce que ça te dérise, ça t'enlève une pression, tu n'as plus ce stress mental, etc. Et d'être bien toi, perso, en tant que genre CEO, ça te donne une vision et tu restes focus sur les choses qui importent le plus, c'est-à-dire trajectoire de la boîte, comment tu vas aider les équipes, comment tu vas aider tout le monde à se développer. Et donc en gros, moi je me suis dit, bah, go, tu vois, on y va, mais avec nos conditions parce qu'on sait qu'on n'a rien à perdre. Parce que si on perd ce deal, en fait, on s'en fout. On est déjà, enfin, tu vois, c'est win ou win en fait. Tu vois, il n'y a pas le choix. Il y avait les deux scénarios nous allaient en fait. Et en gros, je pense que là où les gens ont du mal, et ce que les gens ont du mal à faire en général, et c'est surtout quand tu es dans ce cycle de devoir lever, puis lever, puis lever, c'est que quand tu n'as pas ce stade de rentabilité où où tu dégages du profit, mais en fait, tu te mets dans une position de faiblesse. Et donc, par conséquent, les fonds le savent, tu vois. Et quand les fonds savent ça, bah, ils en profitent. Et donc, en gros, les deals se font selon leurs termes et pas les tiens, tu vois. Et nous, en gros, il y a toujours ce truc en égo où si tu n'es pas prêt à perdre gros, ben en fait, tu es en Tu vas pas position de gagner faiblesse, gros. quoi. Ouais, tu gagneras pas gros, tu vois, et c'est sûr. Et pour nous, c'était le cas. On était prêt à perdre gros parce qu'en fait, on savait qu'on finalement, on avait, bah, tu vois, pas grand-chose à perdre. C'était un autre Ce scénario qui qui est nous convenait super bien. différent des autres startups où tu négocies 3 LOI sur une série A. Exactement. Si tu les perds, Ouais. ta boîte, elle Ah va bah, pas mieux te payer, elle va ah, pas te c'est verser de relou. dividendes. Et Ouais. potentiellement, en plus, tu loupes une étape clé où des concurrents vont lever et vont accélérer. Donc, c'est super différent de ce que vivent plein d'entrepreneurs. Ah, exactement. Ouais. Et là-dessus, vous avez été ou sollicité post-opération sur des entrepreneurs qui se lançaient plutôt sur votre mode de développement
versus le mode classique où on va tout de suite faire un pré-seed, un seed, une série A. Ouais, c'est ça. On a en fait, moi j'investis en gros dans des boîtes qui sont rentables, qui font environ ouais, une centaine, enfin ouais, 100K par an. Donc c'est le tout début, mais où je vois qu'il y a une bonne traction et un gros potentiel de marché et où je peux les aider en fait. Donc dès que je sais que c'est quelque chose qui est en B2B et c'est du logiciel, c'est là où je mets des tickets. Et après, je regarde en fait, moi une fois de plus, je ne suis pas contre la levée de fonds. Je pense que pour certaines boîtes, ça peut les aider et tout. Et surtout, en fait, on est dans un monde où il y a tellement d'argent qui est disponible en ce moment que c'est limite genre dommage, tu vois, pour certaines boîtes de ne pas lever et d'essayer de se développer, tu vois. Et après, nous, on a ce côté où ce qui était ultra important pour nous, c'est d'avoir un track record qui est solide. Donc, vendre une boîte, ça, on l'a fait. Monter une autre boîte jusqu'à 10 millions d'ARR sans lever de fonds, on l'a fait aussi. Et donc, en fait, on a un track record qui fait qu'on est légitime à expliquer, à donner des conseils et à essayer d'inspirer les gens sur le bootstrapping, donc comment créer une boîte sans avoir à lever. Et donc là-dessus, on est légitime. Ce qu'on fera par la suite, tu vois, est-ce qu'on lèvera, est-ce qu'on lèvera pas? Aujourd'hui, tu vois, c'est un truc qu'on n'a pas envie de faire, mais on l'exclut pas, tu vois. Et une fois de plus, comme je te disais, moi, j'ai jamais été contre ça. C'est un truc que j'ai pas envie parce que c'est cool avec notre marque, tu vois, de dire que on reste la boîte bootstrap, on est un peu les pirates, on fait les trucs un peu différemment et tout. Mais après, tu vois, une opportunité où tu vois, on bosse sur plein de nouveaux projets. Comme je te disais, on a des trucs aussi un peu dans le Web3 et tout. Donc potentiellement, il y a un moment où ça fera sens ou pas. Mais en tout cas, tu vois, on ne se ferme pas de porte. Au-delà du côté atypique pour des fondateurs de faire du secondaire au lieu de faire une levée, ça doit être super atypique pour des équipes où elles voient leurs fondateurs gagner beaucoup d'argent, surtout que c'est public. Et comment vous l'avez annoncé? Comment ça a été pris? Et quelles ont été les conséquences par la suite sur les équipes en termes d'investissement ou même de demande, de revendication dans la boîte? Le premier point, c'est qu'on a toujours été transparent depuis le début. C'est-à-dire que dans la boîte, les gens savent exactement combien la boîte fait, quel est notre profit, notre croissance, tout ça. Donc tout le monde a accès à tous Sur les les chiffres. rémunérations aussi? Sur les rémunérations aussi, ouais, parce qu'en général, j'en parle aussi dans les podcasts, donc les gens le savent. Donc là-dessus, il n'y a pas de tabou. Après, les gens, globalement, ont tous un salaire qui est au-dessus de la norme. Donc on paye déjà les gens très bien. À côté de ça, quand tu fais une opération comme ça de secondaire, donc en toute transparence, on l'a annoncé aux équipes. Et en fait, les équipes, ils se sont dit, bah, globalement, ça a été ultra bien reçu parce qu'ils se sont dit, on a une vraie valorisation de ce que la boîte vaut aujourd'hui. Donc, comme cette opération pour nous allait aussi avec l'ouverture du capital, parce que du coup, on va commencer à donner, tu vois, des actions à tout le monde dans la boîte, bah, en gros, pour eux, indirectement, ils s'enrichissent, tu vois, avec ça. Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des parts d'une boîte qui a déjà une valeur qui est actée et cette valeur, comment on dit? Cette valeur, elle est liquide. Elle est liquide parce que nous, on a pris de l'argent. Tu vois, ce n'est pas une valeur hypothétique. Parce que quand tu lèves de l'argent et qu'on te dit cette boîte, elle vaut 1 milliard, dans les faits, si les fondateurs n'ont pas pris d'argent, la boîte, elle vaut zéro, tu vois. L'argent, il existe que quand il y a une transaction qui est faite et que les personnes qui ont du capital s'enrichissent, tu vois. C'est souvent le défaut qu'on fait au BSPCE. Exactement. C'est génial, tu as des BSPCE, potentiellement ton pool de BSPCE vaut tant. X millions, mais que tu verras jamais parce qu'il n'y a pas de secondaire et que la boîte. C'est de l'argent en est jamais papier en liquide. fait, Ouais. c'est des billets de Monopoly, tu vois, il y en a beaucoup qui pensent ça. Et le fait d'avoir cette opération, on va dire, ça crédibilisait un peu aussi tout ce qu'on était en train de faire. À côté de ça, il y avait le fait qu'en même temps qu'on faisait cette annonce, on annonçait la prime de fin d'année. Donc nous, on fait un truc que personne, enfin très peu de boîtes font, c'est qu'on donne un pourcentage qui est conséquent sur les bidas. Donc tu vois, aujourd'hui, on était une équipe de 30 et on a dû lâcher quasiment 700 000 euros à l'équipe en prime. Donc tu vois, ça fait des beaux bonus de fin d'année. Et les gens, ils étaient ultra contents avec ça parce qu'en fait, globalement, notre mentalité, ça a toujours été, si on s'enrichit, vous allez vous enrichir aussi, tu vois. Et ce n'est pas ce truc de, oui, on se fait… ouais, ok, on est quand même ceux qui avons pris le plus de risques, donc c'est normal qu'il y ait un reward qui soit plus conséquent. Mais par contre, on sait que vous vous donnez à fond pour la boîte. Donc, un, oui, vous allez avoir des parts. Et deux, à côté de ça, les bonus qui tombent, qui sont du vrai argent, ça vient des résultats exceptionnels qu'on a réussi à faire. Et vous allez kiffer aussi, quoi. Et pour certaines personnes, tu vois, ça a fait, tu vois, tu prends, je sais pas, 15-20K par personne. Ça te permet de faire un apport pour un appart, t'acheter une voiture si tu as envie de t'acheter. Enfin, tu vois, c'est une somme d'argent qui peut changer ta vie, tu vois. C'est quoi la suite après ça? C'est quoi les projets? Parce que tu parlais du fait que l'Empire, il y avait plein de projets annexes. Tu parlais du Web 3. Ouais.
C'est quoi? Il y a pas mal de choses. Je t'avoue que on a acté le fait qu'on allait être multi-produit. Donc en gros, notre produit phare, l'Emlist, que les gens connaissent, on va continuer d'investir beaucoup dessus parce que c'est notre plus gros projet. Mais à côté de ça, on a d'autres projets. Donc on a l'Emverse, qui est un univers un peu parallèle où c'est un virtual office. Donc tu peux te balader, parler avec les gens et tout. Et ça, clairement, on a envie de commencer à intégrer un peu de crypto et de Web3 dedans parce qu'on pense qu'il faut qu'on arrive à rencontrer les gens et à bosser avec des gens de façon différente. Il y a un gros problème qui est aujourd'hui pour tous les entrepreneurs qui sont isolés, qui n'arrivent pas à rencontrer des gens cool, qui n'arrivent pas à se développer. Alors que moi, tu vois, ce qui m'a aidé à me développer, à développer mes ambitions, à grandir personnellement, c'est au fil des rencontres, tu vois. J'ai pas envie de faire la tirade d'Edouard Baird, tu vois. Moi, je pense la vie, c'est avant tout des rencontres. Et non, mais en vrai, tu vois, je pense que D'être c'est dans un environnement, ça. tu parles beaucoup de Station F et de ton passage Ouais. à Station F où tu as rencontré, je crois, Vianney et François François, ouais. Vianney et François, je les ai rencontrés à Station F. Si j'étais pas à Station F, jamais je les aurais rencontrés. Parce qu'à l'époque, je savais pas ce que c'était les Startup Weekend, je connaissais pas du tout les The Family, j'avais pas tout ça, tu vois. Et en fait, si tu arrives à construire un monde virtuel où peu importe où tu te trouves dans le monde, bah, tu peux connecter avec des gens via, tu vois, vidéo et échanger, c'est juste fou, tu vois. Et potentiellement, si en plus, il peut y avoir un système où les gens qui apportent énormément de la valeur à la communauté sont rémunérés. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes les réseaux sociaux, tu vois, c'est ce qu'on disait un petit peu avant. LinkedIn, c'est une boîte qui s'est fait racheter par Amazon, par Microsoft à plusieurs milliards. Toi, en tant qu'utilisateur, tu as gagné quoi? Ouais, ton abonnement Sales Navigator, il a augmenté de 20 balles, tu vois. Super, tu vois. Mais en vrai, leur valeur, c'est toi, c'est tes utilisateurs. C'est moi qui écris du contenu, qui fait en sorte que les gens ils passent du temps sur la plateforme, donc eux, ils peuvent vendre plus d'ads, plus de comptes premium, etc. Et en fait, tu touches rien. Et moi, je ne crois pas à ça, je ne crois pas en ce modèle. Je crois au modèle où les gens qui sont des créateurs, je crois au modèle où les gens qui sont des entrepreneurs, où les gens qui apportent de la valeur doivent être rémunérés, tu vois. Et donc ça, c'est un des projets sur lesquels on est en train de bosser. Et en même temps, continuer de grossir l'Emlist pour… En fait, nous, tous nos projets, globalement, ils sont autour des relations. Les relations que tu peux créer quand tu fais de la vente, c'est l'Emlist. On va lancer un CRM aussi, donc ça sera avec tes clients existants. L'Emverse, c'est l'univers, le networking, etc. Donc, multi-projets. Et avec l'ambition, tu vois, d'ici 3 ans, d'avoir le statut de licorne et d'aller tout péter après, quoi. Parce que moi, en gros, maintenant, vu que je suis uniquement focus sur mon kiff, l'idée, c'est pas que la boîte, elle s'arrête dans 3 ans. J'ai limite envie de te dire, dans 5 ans, tu me vois en train de sonner la cloche aux US, voilà, tu vois, introduction en bourse, quoi. Top. Ouais, c'est super comme projet. Je crois que c'est très cool comme conclusion. J'ai adoré là. Merci Guillaume pour cet entretien, c'était top. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont appris des choses, ont modifié un peu leur vision de ce que peut être l'entrepreneuriat, un projet et comment ils peuvent le lancer. Donc ça c'est top et on se voit aux US bientôt. Grave. Et puis, non, franchement, merci pour l'invite. Merci à vous aussi, parce que honnêtement, tu vois, on parle souvent, je te disais, l'entrepreneuriat, c'est des rencontres et tout. Mais l'opération, on l'a fait avec vous et vous nous avez accompagnés. Enfin, tu vois, genre, je dis pas ça pour vous faire de la pub ou quoi, mais je le pense sincèrement. Toi, tu as toujours été ultra réactif. Tu m'as aidé même sur la partie négo parce qu'on a discuté à certaines reprises, tu vois, de certains trucs. Et c'est cool, tu vois. Et moi, c'est ce que je kiffe dans l'entrepreneuriat, dans le fait de rencontrer des gens et aussi d'avoir enfin, tu vois, d'apprendre, tu vois, l'un de l'autre. Donc, très cool et merci pour l'invite. Super. Salut!